Alors, je reprends donc avec la deuxième partie du texte, donc, qui élargit le cadre posé au début de définition du fantôme du langage pur à la question de la combinatoire. Alors, cet élargissement commence par la phrase « Il n'y a pas que des phrases toutes faites et une langue est capable de signaler ce qui n'a jamais été vu ». Alors, il faut bien comprendre que dans ce passage est absolument nécessaire puisque c'est une chose de dire que nous disposons de signes de base purement arbitraires, donc d'ensemble, forme, contenu, si vous voulez, purement arbitraires pour désigner les choses, mais on ne peut pas en rester là, et Merleau-Ponty est obligé de tenir compte du fait qu'il y a des combinaisons de signes, et qu'on peut avoir l'impression qu'effectivement, à partir de signes de base, que les signes de base sont simplement acquis et qu'ils n'apportent rien de particulier, mais que c'est la combinaison des signes qui va produire de la signification nouvelle. Mais ce qu'il remarque, c'est que la combinatoire elle-même est transparente. C'est-à-dire que dans cette conception du fantôme du langage pur, non seulement il y a des signes arbitraires, mais il y a un système de recomposition de toute signification à partir des signes arbitraires. En conséquence, c'est la phrase « Elle reconduit toutes nos expériences au système de correspondance initiale entre tel signe et telle signification, dont nous avons pris possession en apprenant la langue. » Alors, donc ça, c'est l'élément, si vous voulez, qui ajoute l'idée de combinatoire à simplement l'idée d'arbitraire. Bon. Une remarque complémentaire, c'est que, et ça renvoie aussi à cette idée qu'on a vue chez Humboldt que c'était un peu la façon naturelle de penser le langage, il y a quelque chose comme un idéal de la langue qui est là, c'est-à-dire une langue parfaitement transparente et qui permet de tout dire. On a là quelque chose qui rappelle peut-être ce que certains connaissent sous le terme de créativité dans la linguistique chomskienne, dans la grammaire générative, cette idée qu'à partir d'un ensemble d'éléments finis avec des règles, on peut fabriquer un nombre infini de phrases. Alors évidemment, chez Chomsky, c'est un nombre infini de phrases. Chez Merleau-Ponty, c'est l'idée que la langue est un appareil fabuleux qui permet d'exprimer un nombre infini de pensées ou de choses, avec un nombre fini de signes. Donc évidemment, la perspective n'est pas tout à fait la même. Mais il y a quand même cette même idée. Il y a quand même un point commun entre ces deux idées, qui est l'idée qu'on a besoin d'un système combinatoire, entièrement transparent, aussi bien chez Chomsky que dans le fantôme du langage pur. Sauf que Chomsky ne s'intéresse qu'a priori, pas du tout à la sémantique, mais plutôt à la syntaxe. Bien, ça donc c'est le deuxième point. Bon, si vous m'interrompez si vous voulez, sinon je poursuis. Maintenant, le troisième point, c'est comment est-ce que tout cela est possible? Comment est-ce qu'on peut tout dire, etc. Eh bien, une des réponses, c'est que toutes les significations, la réponse proposée, c'est que toutes les significations seraient déjà dans la langue. Autrement dit, tout ce que vous pourriez avoir à dire, tout ce qu'on pourrait imaginer, et bon, il y a un texte de Borges là-dessus, bref, tout serait déjà contenu dans la langue, et quand on parle, on ne ferait qu'actualiser une possibilité qui est de toute façon disponible, c'est tout. Alors, cette formulation, la langue comme l'entendement de Dieu contient toutes les significations possibles, ou contient le germe de toutes les significations possibles, c'est sans doute une réminiscence de Spinoza, ou plus précisément de Leibniz. Là, c'est pareil, je ne vais pas développer
cela, mais on pourrait le faire, de voir ce que dit précisément Leibniz là-dessus, mais enfin, en tout cas, l'idée de signification possible renvoie bien à la notion de caractéristique universelle chez Leibniz. Bon. Il y a aussi cette phrase toute signification qui paraît dans l'expérience des hommes porte en son cœur sa formule, comme pour les enfants de Piaget, le soleil porte en son centre son nom. Alors ça, c'est une référence assez transparente au livre de Piaget intitulé La représentation du monde chez l'enfant, qui date de 1926. Vous voyez, page 25. Pour ce faire, il faut d'abord éliminer l'influence de la question posée, c'est-à-dire qu'il faut enlever à la réponse donnée par l'enfant son caractère de réponse. Par exemple, si l'on demande « Comment a commencé le soleil ?» et que l'enfant réponde « C'est des messieurs qui l'ont fait », il ne faut retenir que cette indication. Il y a pour l'enfant quelques liaisons vagues entre le soleil et les hommes, ou les hommes sont pour quelque chose dans la nature du soleil. Si l'on demande « Comment ont commencé le nom des choses et où sont-elles ?» et que l'enfant réponde que les noms viennent des choses elles-mêmes et sont dans les choses, il faut simplement conclure que pour l'enfant, les noms participent plus des choses que du sujet pensant, ou que l'enfant est réaliste par orientation de l'esprit. Bon, réaliste par opposition, bien sûr, ici à nominaliste. Donc, c'est la même chose, ça n'a pas d'intérêt particulier que je contextualise ce passage, mais vous voyez qu'on a ici, dans le texte de Merleau-Ponty, je vous rappelle que Merleau-Ponty enseignait la psychologie, à une époque où la psychologie était enseignée dans les départements de philosophie. Donc il connaissait bien Piaget, il connaissait bien les travaux de psychologie, voire de neuropsychologie, il connaissait bien les travaux de Goldstein, par exemple. Enfin bref. Donc c'est une allusion bien documentée à une façon spontanée de percevoir le langage chez l'enfant, qui est donc ce que Piaget ici appelle une direction réaliste. Bien. Alors, quatrième passage, l'élargissement au domaine des sciences. Donc là, on a vu jusqu'à présent que on dispose d'un certain nombre d'unités de base, formes, contenus, arbitraires, transparentes. Ensuite, ces éléments transparents peuvent être combinés et que, en outre, il y a toutes sortes de traditions philosophiques, voire certains éléments de la psychologie de l'enfant qui indiquent qu'il y a une certaine conception de la signification qui ferait que tout ce qui est possible d'être dit est déjà disponible, en quelque sorte, dans les langues. Alors, là, Merleau-Ponty élargit, à partir donc de la page 9, ces convictions n'appartiennent pas qu'au sens commun, élargit son argumentaire à la question des sciences. Ces convictions n'appartiennent pas qu'aux sciences communs, elles règnent sur les sciences exactes. On va répétant que la science est une langue bien faite, c'est dire aussi que la langue est commencement de science et que l'algorithme est la forme adulte du langage. Donc là, l'idée, c'est bien sûr de parler non plus des langues naturelles, mais des langages formels qui sont utilisés dans les sciences. L'idée ici est bien sûr, on pense à Frege, Carnap, Russell, donc à toutes sortes, enfin je donne juste ces exemples, mais disons à une orientation qu'on appelle parfois le logicisme, qui consiste à, disons, partir des langages logiques et des langages formels pour analyser les langues naturelles. Alors, il est vrai que le langage mathématique, par exemple, ou le langage logique, enfin, qui n'est qu'un cas particulier au fond du langage mathématique, et quand je dis langage, en fait, peut-être serait-il plus précis de dire formalisme, c'est un formalisme, mais qu'on appelle aussi un langage. Par exemple, voilà, écrire une équation, etc., etc.
il faut bien entendu que ce langage soit entièrement transparent, hein, parfaitement clair, et que chaque scientifique comprenne exactement la même chose. Bon, alors, il y a là cette idée que les langues naturelles seraient comme les langues naturelles, que les langues naturelles seraient des sortes de cas un peu dégénérés dans un sens ordinaire, hein, des langues formelles, ou inversement que les langues formelles représenteraient l'idéal, hein, des langues naturelles, quelque chose comme une épuration des langues naturelles, réduite donc à un schéma de signification entièrement transparent. Cet argument est important puisque jusqu'à présent, dans son propos, Merleau-Ponty parlait au fond de ce qu'on appelle parfois en phénoménologie l'attitude naturelle, c'est-à-dire ce que la vision qu'ont spontanément les êtres parlants de leur propre langue. Là, on est dans l'opposé, mais au fond, on retrouve la même idée dans un domaine opposé qui est celui des sciences, donc complètement objectivé. Là, hein. On retrouve l'idée dans les sciences de compositionnalité. Les rapports nouveaux et anciens forment ensemble une même famille, dérivent d'un seul et même système de rapports possibles. La notion de compositionnalité est explicite chez quelqu'un comme Frege, par exemple. C'est effectivement l'idée qu'une signification complexe, c'est-à-dire composée d'au moins deux éléments, est déductible de la signification des éléments constituants. Bon. Donc, ce qu'on veut dire coïncide parfaitement avec ce qu'on dit. C'est ni plus ni moins que ce qu'on dit. Alors, les deux conditions, hein, et c'est une reprise dans le cas du langage de la science de ce qui a été dit précédemment du langage pur. Isomorphisme référentiel des signes élémentaires, c'est-à-dire qu'à un signe X correspond une chose X, un signe grand X correspond une chose petit x, etc. Et puis une compositionnalité stricte. Bon, vous remarquerez que, bien entendu, ça, Merleau-Ponty ne le dit pas, mais c'est ce qui est dans le fond de ça, ce qui est au fond de ce qui est la toile de fond de son argumentaire, c'est qu'aucune de ces deux conditions n'est respectée dans les langues naturelles. Hein. On sait bien que dans les langues naturelles, la polysémie est habituelle. Et la polysémie, évidemment, c'est pas du tout isomorphique. Et puis que le figement est aussi extrêmement courant. Hein. Le figement, c'est-à-dire les phénomènes qui renvoient à la phraséologie, enfin, vous voyez, les expressions figées. Je ne sais pas si c'est une notion, est-ce que la notion de figement vous est familière? Peut-être pas forcément. Voilà l'idée, par exemple, qu'une expression comme table ronde au sens de réunion n'est pas le sens global de l'expression est bien sûr lié au sens des unités composantes dans ce cas-là, mais ne résulte pas d'une simple combinatoire du sens du mot table et du sens de l'adjectif rond. Hein. Alors que si vous dites j'ai acheté une table ronde, là on a effectivement cette combinatoire. Alors pourquoi j'ai ça qui s'affiche? Voilà, j'ai un petit problème. Attendez, j'ai... Bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc le figement est... Maintenant on sait que dans les textes, dans les discours, le figement est extrêmement fréquent. Le figement est un cas dans lequel la compositionnalité
vérité stricte n'existe pas. Alors, bon, attendez, je suis obligé de débrancher, là j'ai un petit problème informatique avec un truc qui s'impose. Voilà. Ah oui, d'accord, donc je suis obligé maintenant de refaire. Voilà. Alors, la partie suivante, donc, présente deux cas de l'algorithme qui sont finalement équivalents, deux figures de l'algorithme, qui sont, qu'on peut résumer de la façon suivante, soit la signification est dans le monde, soit la signification est dans la pensée. C'est ainsi que je résume la phrase suivante. Vous avez d'un côté donc l'idée que les croyances magiques qui mettent le mot soleil dans le mot soleil, créé par Dieu avec le monde, véhiculé, reçu par nous comme un messie. Donc ça, c'est une certaine conception du langage. Et donc la première, la signification est dans le monde. Le langage est créé par Dieu avec le monde et reçu par les hommes en tant que tel. Et par opposition à cette première approche, deuxième figure de l'algorithme, la signification est dans la pensée, c'est-à-dire, vous avez ça au bas de la page 10, préparé dans l'entendement de Dieu par des systèmes de possibles qui enveloppent éminemment notre monde confus et retrouvé par la réflexion de l'homme qui ordonne au nom de cette instance intérieure le chaos des langues historiques. Donc, dans ces deux figures de l'algorithme, vous avez cette opposition avec le langage donné. Révolte contre le langage donné, dit Merleau-Ponty, qu'on trouve dans le projet d'une langue universelle, quelle que soit son origine. Bon, il y a un texte intéressant de Umberto Eco sur les langues universelles. Je me contente de le signaler. Je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas pris le temps de rechercher le titre du livre d'Eco, mais vous le retrouverez facilement. C'est donc la révolte contre le langage donné, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure. Toutes ces propriétés sont complètement contradictoires avec les propriétés des langues naturelles. Alors, lorsque Merleau-Ponty ajoute dans sa description critique de l'algorithme, enfin dans sa description critique de l'algorithme, critique au sens où l'algorithme est pour lui la figure même de ce que n'est pas, de ce que ne sont pas les langues. Le langage, il dit, le langage en tout cas ressemble aux choses et aux idées qu'il exprime, il est la doublure de l'être. On peut avoir l'impression qu'il s'agit là, au contraire, d'une critique de la position analogique, au sens où, dans la perspective analogique, on a tendance à essayer de montrer que le pôle des formes ressemble au pôle des significations, qu'il y a une similarité entre les deux. Tant que Merleau-Ponty critique l'algorithme comme étant le type même de langage construit sur l'arbitraire, ça nous intéresse pour la défense de la perspective analogique, mais à partir du moment où il dit on ne peut pas accepter un langage qui considère que les mots ressemblent aux choses et aux idées, on a là quelque chose qui est un peu gênant pour la perspective analogique. Sauf que il s'agit bien ici, pour Merleau-Ponty, d'une critique qui porte sur la langue universelle, sur l'algorithme comme langue universelle.
Or, ce qu'on verra au sujet de l'iconicité et en particulier de l'iconicité en tant que question analogique, en tant que problème analogique, c'est que l'iconicité dépend des langues. Hein. Il n'y a pas un caractère universel des propriétés iconiques. En tout cas, la plupart des propriétés qui peuvent être décrites sous la rubrique de l'iconicité dans les langues varient selon les langues. Bon. Donc, on n'est pas du tout dans une perspective de langue universelle. Cela dit, hein, peut-être qu'il faut aussi tempérer la position de Merleau-Ponty en rappelant que malgré tout, même si ça ne remet pas en question son propos portant sur l'idée que le langage dit par lui-même quelque chose et que on ne peut pas juste considérer que le monde et les idées suffisent à rendre compte de ce qu'est le langage, qu'il y a donc cet autre monde, hein, qui est intermédiaire entre les deux, eh bien, on doit quand même prendre en considération le fait que probablement certaines propriétés cognitives sont relativement universelles, dans la mesure où tous les êtres parlants sont des êtres humains, que les êtres humains ont tous des cerveaux qui ont tout de même, à un niveau très très général, des propriétés qui sont communes. C'est ça toute la difficulté aujourd'hui, c'est de préserver je veux dire, quand je dis aujourd'hui, je veux dire à la fois dans la philosophie du langage contemporaine et dans la linguistique contemporaine, dans la linguistique théorique en particulier, c'est de préserver le lien avec la cognition, tout en reconnaissant que les langues apportent quelque chose en plus de simplement de purs concepts, de pures idées, hein, c'est-à-dire du matériel cognitif. Si vous voulez. Alors, le point suivant, c'est l'application au cas de la littérature. Alors, une application qui est d'abord présentée sous une forme négative, c'est-à-dire il développe le côté négatif de la thèse en reprenant cette phrase de La Bruyère citée par Paulan dans Les Fleurs de Tarbes, entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soit la bonne, hein, c'est ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, hein, sous une autre, c'est exactement la même idée. Bien. Donc c'est à nouveau le versant négatif de la thèse. Vous retrouvez cette idée de trésor, hein, la langue comme trésor du disciple, trésor de tout ce qu'on peut dire. Là, il y a quand même, je pense, bien qu'il y ait un décalage, hein, c'est le trésor ici, le trésor qu'est la langue, c'est le cours de linguistique générale, notamment. Et puis commence cette allusion à une distinction que Merleau-Ponty a développée dans un texte antérieur, la phénoménologie de la perception, entre la parole parlée et la parole parlante. Hein. C'est donc voilà. Quand je relis le passage, hein, cette fameuse expression qu'on cherche, on ne la rencontre pas toujours, etc. Il est néanmoins vrai qu'elle existe. Qu'en sait-il ? Il sait seulement que celui qui parle ou qui écrit est d'abord muet, tendu vers ce qu'il veut signifier, vers ce qu'il va dire, et que soudain le flot des mots vient au secours de ce silence et en donne un équivalent si juste, si capable de rendre à l'écrivain lui-même sa pensée quand il l'aura oubliée, qu'il faut croire qu'elle était déjà parlée dans l'envers du monde, j'allais dire dans l'enfer, qu'elle était déjà parlée dans l'envers du monde. Donc, était parlée ici
renvoie très clairement à la distinction entre parole parlante et parole parlée, dont je vous donnerai une petite citation dans un instant. Le 7e passage dans le découpage du texte que je vous propose commence au 2e alinéa, à l'alinéa de la page 12, hein, mais si les hommes déterrent un langage préhistorique parlé dans les choses, etc. Donc là, il y a simplement, du coup, cette description du langage pur, hein, avec cette idée que ce langage pur ne permet pas de dire quelque chose de neuf. Si les hommes déterrent un langage préhistorique parlé dans les choses, s'il y a en deçà de nos balbutiements un âge d'or du langage où les mots tenaient aux choses mêmes, alors la communication est sans mystère. L'idée ici est que chacun, on peut reconstituer l'argument de la façon suivante, c'est au fond assez simple. Le langage pur est formé de signes arbitraires. Bon, chacun dispose dans son esprit d'un certain nombre de significations, où donc les formes sont arbitrairement liées au contenu, et puis on peut faire une combinatoire de ces signes. Bien. Quand on me dit quelque chose, il faut que ce qu'on me dit se décompose en éléments que je connais déjà, et donc je recombine des choses que je connais déjà. Donc quand on me dit quelque chose, on ne fait que faire signe vers quelque chose que je sais déjà. Parce que si on me dit quelque chose de neuf, si on me dit quelque chose que je n'ai jamais entendu, et comme ce langage est dominé par le principe de l'arbitraire, je ne pourrai pas accéder à la signification attachée à cette forme. D'accord ? Donc, dans la description de ce type de langage, le conduit à faire remarquer qu'il n'y a pas de signification neuve, au sens où Ricoeur utilise cette expression, on n'a pas d'innovation sémantique possible. Il n'y a pas d'innovation sémantique possible dans le système du langage pur. Hein. Et donc il faut distinguer entre une information nouvelle et une signification nouvelle. Une information nouvelle, c'est effectivement quelque chose qui est une combinatoire de signes que je connais déjà, mais qui m'apprend que quelque chose a eu lieu. Hein. Je n'étais pas informé. Ça ne m'apprend rien de neuf en termes de signification. Ça m'apporte une information nouvelle. Alors, je vous donne une autre citation. Alors, en fait, non, c'est pas une citation c'est une citation sur le langage parlé, langage parlant, mais qui vient aussi de la prose du monde, hein, d'un autre passage. Disons qu'il y a deux langages. Le langage après coup, celui qui est acquis et qui disparaît devant le sens dont il est devenu le porteur, et celui qui se fait dans le moment de l'expression, qui va justement me faire glisser des signes au sens, le langage parlé et le langage parlant. Le langage parlé, c'est celui que le lecteur apportait, lui, c'est la masse des rapports de signes établis à signification disponible, sans laquelle, en effet, il n'aurait pas pu commencer de lire, qui constitue la langue et l'ensemble des écrits de cette langue. C'est aussi l'œuvre de Stendhal. Une fois qu'elle aura été comprise, elle viendra s'ajouter à l'héritage de la culture. Mais le langage parlant, c'est l'interpellation que le livre adresse au lecteur non prévenu. C'est cette opération par laquelle un certain arrangement de signes et des significations déjà disponibles en vient à altérer, puis à transfigurer chacun d'eux, et finalement à sécréter une signification neuve, à établir dans l'esprit du lecteur comme un instrument désormais disponible le langage de Stendhal.
une fois acquis ce langage, alors aujourd'hui on dirait la langue. Une fois acquis ce langage, je peux bien avoir l'illusion de l'avoir compris par moi-même, c'est qu'il m'a transformé et rendu capable de le comprendre. Bon, donc là, on a, si vous voulez, un aperçu, mais il faudrait lire tout le reste de la prose du monde et puis lire les passages déjà dans la phénoménologie de la perception consacrés à l'opposition entre parole parlée et parole parlante. Il faudrait lire tout le reste de la prose du monde pour avoir le versant positif de la thèse. Ici, on examine seulement le versant en quelque sorte négatif de cette thèse. La dernière partie du texte, donc, valorise, si vous voulez, le point de vue phénoménologique en opposant l'expérience du langage et la réflexion sur le langage. L'expérience du langage qui est ce dont la phénoménologie cherche à rendre compte, et la réflexion sur le langage qui est donc une certaine vision du langage artificielle, si vous voulez, qui fait que on ne perçoit pas en quelque sorte on ne perçoit pas, on perd de vue ce qu'est le langage réellement en tant qu'expérience. Donc c'est ce qui est dit à partir de, certes, l'expérience que les hommes ont du langage n'est pas celle-là. Ils aiment jusqu'à la folie causer avec le grand écrivain. Bon, ça peut-être, il faudrait le relativiser aujourd'hui. On n'a peut-être pas cette même vénération aujourd'hui à l'égard des écrivains. J'ai oublié de préciser que dans le passage d'avant, je précise cela peut-être pour les étudiants étrangers ou pour qui ce serait peut-être pas évident, il est question d'un certain Fabrice. C'est bien sûr le Fabrice de Stendhal, Fabrice del Longo, de la Chartreuse de Parme. Donc Fabrice des signaux dans la nuit, c'est une allusion littéraire, parce que disons que dans le Merleau-Ponty va prendre Stendhal comme fil directeur de sa description dans ce texte. Donc à cette idée que dans une certaine expérience du langage, on a une conscience obscure que quelque chose se passe d'original dans la communication, que l'écrivain est porteur de pouvoirs particuliers. Alors bon, il y a aussi ce passage qui résonne étrangement aujourd'hui. Ils savent bien qu'une nouvelle est une nouvelle et que rien ne sert d'avoir souvent pensé à la mort tant qu'on n'a pas appris la mort de quelqu'un qu'on aime. Bon. Mais dès qu'ils réfléchissent sur le langage, et là du coup on bascule du point de vue de l'expérience, c'est-à-dire du point de vue phénoménologique au point de vue, si vous voulez, qui est à la fois celui de la science et celui de l'attitude naturelle, dès qu'ils réfléchissent sur le langage, au lieu de le vivre, ils ne voient pas comment on pourrait lui garder ses pouvoirs. Je ne comprends ce qu'on me dit que parce que je sais d'avance le sens des mots qu'on m'adresse, etc., etc. Et jusqu'à cette formule très parlante, en l'occurrence de Paulan, tout se passe comme s'il n'y avait pas langage. C'est-à-dire qu'on a l'impression, dans cette conception du langage pur, qu'en parlant, nous communiquons des idées, mais que le fait qu'elles soient dites de telle façon ou de telle autre façon ne change absolument rien, que l'important c'est d'avoir communiqué une idée d'un esprit à l'autre, et donc que le langage en lui-même n'est rien, ne sert à rien, enfin, je veux dire, n'apporte rien de particulier. Comme il le dit à un autre moment de ce texte, il n'y a pas de pensée qui se mêle au langage et pas de langage qui se mêle à la pensée. Bon. Donc tout se passe comme s'il n'y avait pas eu langage. Et vous voyez à quel point cela résonne avec ce qu'on a dit très rapidement tout à l'heure de Humboldt, cette idée que c'est la diversité des langues, les langues qui comptent, qui sont importantes lorsqu'on veut traiter du langage. Alors, quelle conclusion tirer de ce texte ? Bon, je reprends simplement ce que j'ai déjà largement dit. Il y a donc une opposition entre les langues naturelles et l'algorithme qui est
un autre nom du langage pur, hein, qui n'a qu'une existence fantomatique, qui a une existence qui n'est pas fantomatique dans les sciences, hein, mais, ou dans la logique, mais il est clair que il y a en tout cas un certain niveau d'analyse du langage, une expérience du langage, dont l'algorithme ne peut en aucun cas rendre compte. Alors, quand on a parlé tout à l'heure de l'algorithme et de la formalisation, peut-être que certains d'entre vous auraient pu avoir à l'esprit comme objection que, ben oui, mais dans les mathématiques, dans les sciences, on invente bien des choses nouvelles. Oui, certes, mais cette invention ne vient pas de la formalisation, précisément. Alors que dans la littérature, ce qui se passe dans le langage lui-même, en quelque sorte. Donc, l'algorithme suppose à la fois des signes arbitraires et une compositionnalité, et ce langage pur ne permet de communiquer que ce qu'on sait déjà. Retenez également, je ne l'ai pas noté ici, cette distinction entre une information nouvelle et une signification nouvelle, distinction capitale. Et par conséquent, ce qu'on peut retenir, c'est que dans les langues naturelles, il n'y a pas seulement de l'arbitraire, sinon, et pas seulement de la compositionnalité. Hein, je dis bien pas seulement de l'arbitraire, pas seulement de la compositionnalité. Sinon, s'il y avait seulement de l'arbitraire et de la compositionnalité, on serait effectivement dans le langage pur, mais il n'y a pas que cela. Je précise bien, parce que ça veut dire que, pour moi, il y a quand même de l'arbitraire et il y a quand même de la compositionnalité, mais il y a aussi beaucoup de choses non arbitraires, donc analogiques, et il y a aussi beaucoup de choses non compositionnelles.